Je vais te lancer l'enregistrement à l'instant. Je te laisse la place, mon cher Luc. Merci beaucoup, encore une fois, Olivier, puis bienvenue, tout le monde. Donc, pour débuter, simplement vous présenter en bref le Centre de transfert d'entreprises du Québec, simplement pour vous dire qu'on est un organisme à but non lucratif et nous tenons notre mission du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Nous avons des conseillers dans toutes les régions du Québec et nous avons comme principal leitmotiv le reprenariat sous toutes ses formes. Grâce aux services du CETEC, bien sûr, les entreprises qui veulent vendre leur entreprise ou les gens qui veulent en faire l'acquisition ont de meilleures chances de succès à travers l'ensemble des services que nous offrons. Donc, bien sûr, le service conseil qui vise à guider et à conseiller là, les entrepreneurs tout au long de leur démarche de vente ou d'achat. Et bien sûr, de façon neutre et confidentielle, bien sûr, en offrant aussi des occasions d'affaires où on peut mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, notamment grâce à l'Index, qui est notre plateforme de mise en relation, grâce à de la formation. Sur nos différentes plateformes, vous pouvez voir l'ensemble des offres de formation que nous offrons pour justement faire en sorte de mieux outiller les repreneurs et les cédants. Bien sûr, des événements comme ceux-ci, organisés cette fois-ci par les pôles d'économie sociale de la Montérégie. Puis bien entendu, la mise en relation. Donc, grâce à de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs avec notre réseau d'experts qui sont essentiels à la réalisation de tout projet de reprenariat. Vous savez, lorsque un individu se lance en affaires, il le fait sur la base de son expertise, de son expérience de succès. Donc, c'est sur la base de son succès personnel ou entrepreneurial qu'il peut se lancer en entreprise, mais lorsqu'il fait l'acquisition d'une entreprise déjà existante, il peut s'appuyer sur son bagage à lui, sur tout le bagage et sur tout le succès enregistré par l'entreprise qu'il veut acquérir. Donc, grâce à ce jumelage des expériences personnelles et de l'histoire de succès de l'entreprise qu'il veut acquérir, bien là, ça devient plus facile pour se lancer justement en affaires. Donc, le reprenariat permet souvent un financement plus facile à trouver, un niveau de risque moindre. Et bien sûr, il peut s'appuyer sur des ressources humaines et une expertise qui est déjà en place. Donc, tu pars déjà avec un avantage plutôt que de démarrer une entreprise. Les composantes du transfert, ils sont essentiels. Toutes les composantes du transfert sont essentielles et il faut bien les réussir pour s'assurer de la pérennisation de l'entreprise à acquérir. Donc, bien sûr, on le sait très bien, il y a un transfert d'avoir. Donc là, on transfère la propriété d'une entreprise avec tous les biens que cela sous-tend. Il y a aussi tout le transfert du pouvoir. Donc là, c'est la communication. Donc, c'est transféré aux yeux des gens à l'interne et à l'externe justement de la propriété comme telle. Et bien sûr, il y a tout le savoir. Donc, quand on parlait de l'histoire de succès de l'entreprise que l'on acquiert, c'est véritablement tout ce qu'elle a réussi à mettre en place et qu'il faut bien sûr transférer pour s'assurer donc d'une bonne transition et du maintien et de la progression des activités. Donc, ces trois transferts-là sont des composantes essentielles à tout transfert réussi. Les chiffres que je vous présente en ce moment vous présentent à quel point nous entrons dans nous sommes dans une phase de transfert générationnel d'entreprises et sur le marché, il y a beaucoup et il y aura beaucoup d'entreprises à vendre. Vous voyez les chiffres d'ici 2025 selon l'école de gestion de l'UQTR. À peu près 34 000 entrepreneurs qui comptent céder leur entreprise d'ici 2025. On le voit entre 2021 et 2022, 2 fois plus d'intentions de transfert. Cependant,
les dernières statistiques que je présente nous montrent à quel point au Québec, on est très conscient de la valeur ajoutée du transfert parce que déjà, on voit un taux de transfert autour de plus de 40 et puis comparativement à ce qui se fait ailleurs au Canada. Donc, le Québec est encore là une société distincte et se démarque à ce chapitre-là. Et le CETEC, on a à cœur de pousser encore davantage ces chiffres-là pour faire du Québec là, encore davantage un chef de file en matière de transfert d'entreprise. Ici, on voit l'ensemble des modes, l'ensemble des possibles quant à un transfert d'entreprise. Essentiellement, ces modes de reprise peuvent se faire ou se font de façon classique, là, donc d'une société par action vers une société par action. Et tout ça est possible à la famille, au cadre, à un tiers. Donc, famille, cadre, ça, c'est vraiment à l'interne. On regarde à l'interne qui peut reprendre notre entreprise, à l'externe, une nouvelle société qui pourrait faire l'acquisition de notre entreprise, les employés, nos clients, nos fournisseurs. Donc, tout ça peut se faire en mode classique. Mais, comme j'aime bien le dire, comme la dernière diapositive nous l'a bien montré, il y a et il y aura davantage d'entreprises qui seront disponibles au reprenariat et il ne faut pas, dès le début du processus de réflexion quant à une éventuelle vente d'une entreprise, écarter quelques modes que ce soit et la reprise collective doit être au cœur de cette discussion-là dès le départ de la réflexion d'une vente d'entreprise. Comme par exemple, si on vend à ses employés, on peut le faire, bien sûr, suivant une vente d'actions à une autre société par action, mais on peut aussi vendre à l'ensemble de nos employés sous la forme d'une coopérative de travailleurs ou d'une coopérative de travailleurs actionnaires s'ils demeurent au sein de l'entreprise d'autres actionnaires. On peut décider de vendre à ses clients sous forme de coopérative en décidant de créer une coop de consommateurs si nos clients sont des individus ou une coop de producteurs si nos clients sont des entreprises. On peut décider de vendre collectivement à nos fournisseurs en créant une coopérative de producteurs. Et également, on peut décider de vendre notre entreprise à la communauté tout entière en créant un organisme à but non lucratif ou une coopérative de solidarité. Donc, quand on décide collectivement de reprendre une entreprise sous forme soit de coopérative ou d'OBNL, il faut toujours avoir en tête le lien d'usage. Donc, à quel point cette entreprise est importante pour nous comme employés, comme clients, comme fournisseurs ou comme citoyens. Donc, ce lien d'usage-là va venir dicter notre attachement et notre désir de nous investir au-delà du rôle qui nous est à la base assigné, soit d'employés, de clients, de fournisseurs ou de citoyens. On va revenir ici à quelques éléments de base sur qu'est-ce qu'une reprise collective. Là, je vous ai montré précédemment les différents modes de reprise collective, mais de façon beaucoup plus globale, qu'est-ce qu'une reprise collective? Donc, c'est une acquisition par un groupe de repreneurs plutôt que par un seul repreneur. C'est une acquisition par un groupe constitué en coopérative ou en organisme à but non lucratif. Vous voyez ici, je fais tout de suite une précision. La coopérative ou l'OBNL ne doit pas nécessairement être créée. Ça peut véritablement être une coopérative ou un OBNL déjà en opération qui décide de vouloir s'investir davantage ou augmenter ou de diversifier ou d'aller faire une acquisition pour, par exemple, dans le cas d'un organisme à but non lucratif, de venir appuyer sa mission, d'aller chercher des outils
complémentaire qui lui permettrait de mieux réaliser sa mission. Donc, c'est troisième élément, une transaction où l'intérêt du groupe acquéreur est de maintenir et d'exercer davantage de contrôle en relation, une relation d'usage avec l'entreprise. Comme je vous le disais, donc, c'est de décider de transcender son rôle initial et de décider de s'investir davantage pour exercer un rôle de contrôle avec l'entreprise. Donc, c'est une acquisition où le repreneur a souvent un intérêt stratégique à la survie de l'entreprise. Effectivement, si moi, comme communauté, je considère que l'entreprise qui est à vendre est essentielle à ma vie collective, je vais avoir un intérêt stratégique à ce que cette entreprise-là survit et c'est sur cette base-là que je déciderai de m'y investir davantage. Et c'est la même chose pour, par exemple, les employés qui considèrent que l'entreprise pour laquelle qu'il embauche est à ce point telle importante dans sa vie de sa vie de travailleur qu'elle souhaite s'y investir davantage. La même chose pour un groupe de clients ou un groupe de fournisseurs qui verrait dans la survie de l'entreprise un élément essentiel à sa propre survie comme client ou comme fournisseur. Un transfert où le cédant connaît généralement l'acquéreur et est actif dans l'approche et la constitution du groupe repreneur. Donc, effectivement, il ne pourrait y avoir reprise collective de façon générale sans une collaboration entre le cédant et le groupe repreneur. Parce que une reprise collective, le repreneur collectif n'a pas n'est pas là comme releveur. Tu sais, il n'est pas là pour relever une entreprise qui pourrait avoir des difficultés. On regarde souvent à l'acquisition d'une entreprise qui est rentable, qui contribue déjà. Donc, le cédant identifie généralement tout à l'heure, je vous parlais là, de l'ensemble des possibles à regarder là, dans un premier temps. Donc, le cédant, quand il va regarder à l'ensemble des possibilités, va déjà se positionner à savoir est-ce que mon entreprise est essentielle pour ma communauté, est essentielle pour mes fournisseurs, pour mes clients, pour mes employés. Donc, ce sont généralement des individus ou des groupes qu'il connaît déjà et pour lequel il se sent un certain attachement et un désir de transmettre une entreprise pérenne et une entreprise rentable. Ici, vous le savez déjà, les facteurs de succès de l'équipe entrepreneuriale, bien sûr, il faut toujours s'assurer que notre équipe entrepreneuriale possède les compétences pour pouvoir reprendre l'entreprise puis l'opérer par la suite. Doit aussi avoir des types de personnalités qui sont compatibles. Ils doivent être complémentaires au chapitre des compétences et des habiletés, des attitudes, parce que pour voir à la bonne marche et à la bonne administration d'une entreprise, bien sûr, il faut être complémentaire. Il faut partager des valeurs communes. Il faut bien sûr avoir un lien de confiance. Il faut avoir le désir de coopérer et de travailler ensemble. Ça, c'est la base de tout succès lorsque l'on se place, lorsqu'on décide de travailler en équipe. Bien sûr, il faut y avoir aussi une cohésion, parce que c'est grâce à cette cohésion-là qu'on sera en mesure de faire face aux difficultés rencontrées, parce que des difficultés, vous le savez, dans toute entreprise, il y en a au fil de la vie d'une entreprise. Et puis aussi, il faut avoir une cohérence, la cohérence qui nous permet d'agir en fonction des plans et des objectifs partagés. Mais tout ça, je vous le dis, mais vous le saviez déjà. Ici, je ne sais pas si vous avez eu la chance de prendre connaissance du projet Coop Convert ou Conversion en coopérative, qui est un rapport, qui est un collectif universitaire pan-canadien. Ils ont
Ça ici, c'est un fait saillant de leur premier rapport, mais que je vous invite fortement à lire. Pour moi, ça a été une belle lecture et vraiment, les statistiques qu'on nous présente, le portrait que l'on nous fait est très fascinant et très intéressant. Et j'ai relevé pour vous aujourd'hui un élément des pages 42 à 44 qui est le portrait type des PME canadiennes les plus susceptibles de se transformer en coopératives. Euh, les 5 éléments clés, on nous dit que c'est les PME dont les propriétaires ne souhaitent pas prendre leur retraite ou cesser de travailler parce qu'ils peuvent continuer à s'impliquer au sein de l'entreprise collective. Puis, il y avait une statistique hyper intéressante dans ce rapport-là où on disait que parmi les sondés, là, les propriétaires de PME de 45 ans et plus, il y en avait 53 qui disaient qu'ils ne souhaitaient pas prendre leur retraite. Donc il y a là la moitié des propriétaires de PME qui peuvent être intéressés par un mode de reprise collective parce qu'ils pourront continuer à continuer à travailler au sein de l'entreprise collective. Donc, deuxième point, les PME dont les propriétaires ont déjà envisagé la possibilité de vendre à leurs employés ou d'effectuer une conversion en coopérative. Donc, effectivement, il faut l'avoir vraiment réfléchi puis évalué. Effectivement, c'est un élément clé donc qui permet d'envisager la possibilité de transformer l'entreprise en coopérative. Donc, les petites entreprises de moins de 50, en particulier celles de 10 salariés ou moins, et les petites entreprises qui existent depuis au moins 10 ans, en particulier depuis plus de 20 ans. Donc là, ce que ça nous montre ici, c'est une forme d'ancrage. Hein? Donc, une entreprise qui est ancrée, qui existe et qui est capable de mobiliser ses employés. Donc, c'est ce qu'on voit. Les PME du secteur des services, puis les PME créées par des fondateurs plutôt qu'issus de fusion, d'acquisition ou d'un héritage familial, simplement parce qu'à ce niveau-là, on voit que le propriétaire a un attachement puis souhaite que son entreprise lui survive. Donc, ce sont certaines caractéristiques clés, bien sûr. Tout, on peut faire du transfert collectif dans tous les secteurs, mais ici, les chercheurs du collectif Coop Convert nous ont présenté certains facteurs clés de réussite des PME canadiennes les plus susceptibles de se transformer en coopérative. Luc, j'aurais une question juste avant de te laisser aller. Tu viens de nommer notamment en citant le rapport comme quoi les PME des secteurs des services, en fait, étaient notamment les plus susceptibles en termes de conversion coop par rapport à ce rapport-là. Est-ce que dans le rapport, par contre, dans les services en question, est-ce qu'on décline un peu plus tactiquement certains secteurs parce qu'on s'entend le secteur des services, c'est quand même assez large en quelque sorte. Puis en même temps aussi, moi-même, j'étais un peu intrigué parce que j'aurais pensé que ce serait plus la production, par exemple, justement, manufacturière ou dans ce type-là, que la conversion aurait été peut-être un peu plus intéressante pour ce qui était de la reprise collective, considérant les investissements, des fois qui sont majeurs, puis considérant les outils de levier qui existent, notamment dans le modèle collectif. Donc, j'étais juste curieux un peu de tout ça, là, dans le sens de le secteur des services, est-ce qu'on a des précisions? Puis aussi, pourquoi, est-ce que dans le rapport, on a de l'information à savoir pourquoi, par exemple, la production de produits, est-ce que c'est moins peut-être favorable ou moins… En fait, c'était davantage par rapport au sondage qui avait été réalisé. Mais, et oui, tu pourras retrouver dans le rapport, ils font certaines précisions par rapport au secteur, par rapport à certains secteurs, mais tu as raison de dire qu'il ne faut pas exclure d'emblée. C'était juste une espèce de portrait type, mais non, il ne faut surtout pas exclure d'emblée. On voit beaucoup, chaque entreprise doit être évaluée au cas par cas. On ne doit pas faire de généralité d'emblée et de dire ah ben moi mon entreprise est dans tel secteur où bon je remplis pas ces cases-là, mais non il faut quand même il faut évaluer comme je le disais tout à l'heure l'ensemble des possibilités dès le départ lorsque l'on fait le plan de relève là.
Parfait, ben merci. Puis si jamais vous avez des questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas non plus, lever la main ou simplement prendre la parole, puis on vous donne le droit de parole. Qu'est-ce que permet une reprise collective? Ben, de regrouper facilement plusieurs repreneurs individuels, hein, effectivement. Donc, moi, comme individu, j'aurais le goût de me lancer, mais je considère que il me manque peut-être certains outils, certains bagages pour pouvoir le faire. Ben, la reprise collective permet de, de réaliser ce rêve entrepreneurial de plusieurs personnes qui pourraient se regrouper ensemble. Donc, de quitter facilement le groupe repreneur ou de s'y joindre facilement, effectivement, puisque l'on est un membre, hein, on n'est pas un actionnaire en reprise collective, puisqu'on est un membre, ben, c'est plus facile de se joindre ou de se retirer du groupe lorsque notre lien d'usage ou avec l'entreprise créée n'est plus aussi forte ou l'on a envie de passer à autre chose. Donc, d'augmenter les chances de pérennité de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la dernière étude réalisée par le CQCM, mais le taux de survie, là, au bout de 10 ans, c'est 40 un peu plus pour les coops, puis c'est pour l'ensemble des entreprises là, autour de 20 Donc, parce que justement, il y a un lien d'usage fort entre le membre et l'entreprise, ben, c'est plus facile de se souder les coudes lorsque ça va un petit peu moins bien et d'augmenter les chances de pérennité de l'entreprise. Donc, la reprise collective permet aussi de donner accès au groupe repreneur à du financement adapté et avantageux pour les entreprises collectives. Il faut savoir qu'il existe un écosystème financier propre au secteur collectif. Le RIC, c'est pour les coops de travailleurs, donc c'est un avantage fiscal qui existe. Des subventions aux frais de transfert, ben, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous, au CETEC, on en administre un programme, mais il y en existe tout plein. En tout cas, plus qu'un. Et un accompagnement professionnel au démarrage à faible coût, bien sûr, à travers le CETEC, mais à travers un ensemble d'organismes qui sont voués à l'accompagnement dans l'écosystème collectif. Ici, je voulais juste vous rappeler les étapes du transfert d'entreprise parce que qu'on décide de faire l'acquisition d'une entreprise en mode classique ou en mode collectif, il faut passer à travers ces étapes-là pour s'assurer de la réussite du projet. Dans un premier temps, ben, il faut se préparer comme repreneur, définir qui on est, quelle est notre capacité financière, d'identifier nos cibles en fonction de nos objectifs et d'effectuer une démarche. À partir du moment où on a identifié notre cible, bien, là, on analyse le projet justement avec le cédant. Donc, on signe des ententes de confidentialité, on rencontre, on collecte l'information, puis on fait une analyse préliminaire. Ensuite, vient l'étape de la négociation où véritablement, là, on vient comme aller chercher, fouiller davantage pour s'assurer qu'on est en mesure de réaliser, de réaliser la transaction. Ensuite, il y a tout le volet de transition et de post-transaction où on effectue bien sûr le plan de communication, on transfère les savoirs, donc, on redéploie notre stratégie là, en fonction de nos nouveaux objectifs, puis on établit le rôle du cédant dans l'entreprise, puis on fait tous les ajustements au sein de l'entreprise. J'ai placé à l'écran 3 éléments en bleu parce que, comme je vous disais précédemment, c'est là où le CETEC peut intervenir à travers notre programme de soutien à la reprise collective pour vous aider comme cédant ou repreneur collectif
à effectuer, donc à embaucher des experts pour payer une partie des factures pour effectuer ces 3 éléments-là. Donc, parce que le programme de soutien à la reprise collective a comme objectif d'évaluer la faisabilité d'une reprise par une entreprise collective et de permettre aux entreprises collectives d'avoir accès à des services spécialisés leur permettant d'acquérir une partie ou la totalité d'une entreprise. Quand on parle de partie d'entreprise, c'est essentiellement pour les coopératives de travailleurs actionnaires. Donc, essentiellement, on paie jusqu'à 70% des dépenses admissibles pour différents volets. Donc, ici, pour le cédant, pour évaluer la faisabilité du projet, puis ici, pour les repreneurs, pour soit évaluer la faisabilité financière, évaluer la valeur de l'entreprise, faire la vérification diligente ou négocier et rédiger les documents. Donc, c'est de l'information, bien sûr, que je peux vous transmettre au terme de notre rencontre, là, si besoin est, mais que vous pouvez retrouver également sur le site Internet du CETEC. Donc, comme je vous le disais, il existe un écosystème tissé serré et solide en matière de reprenariat collectif. Et collectivement, nous avons décidé de mettre sur pied une belle initiative qui s'appelle Reprenariat collectif, reprenariatcollectif.ca. Donc, je vous invite à aller visiter ce site où vous allez retrouver des témoignages de repreneurs, de cédants, d'experts, des ressources et de la formation. Et voici, c'est l'ensemble des partenaires donc, qui ont décidé de s'unir dans cette belle initiative Reprenariat collectif qui est réalisée grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du gouvernement du Québec. En terminant, bien sûr, je vous invite à rester informés, vous abonner à l'infolettre du CETEC et à nos différents bulletins pour avoir davantage d'informations sur la reprise et sur les différentes occasions d'affaires. Donc, sur ce, là, je nous invite à discuter ensemble là, pour voir de quelle façon on peut pousser davantage la réflexion autour de la reprise collective. Et merci, Olivier, d'avoir ajouté sur le mur de discussion le lien vers reprenariatcollectif.ca. Merci, Luc. Merci beaucoup. C'est une belle présentation. Ça nous donne, dans le fond, des bons repères à savoir notamment les concepts par rapport à la reprise collective. Ça montre également tout ce qui a trait en termes d'outils financiers, dans le fond, qui est là pour faciliter puis aider le passage dans la transition justement de la propriété de l'entreprise. Moi, une des questions en fait que j'ai en tête qui me brûle de te poser, c'est de savoir actuellement, au niveau du CETEC, y a-t-il des secteurs plus précis en termes d'activité économique que vous avez déjà un peu plus identifié comme étant plus probants ou c'est vraiment un peu plutôt comme tu disais, que c'est vraiment au cas, par entreprise, puis qu'il n'y a pas de lien nécessairement de causalité particulière de ce côté-là? Très sincèrement, moi, puisque c'est moi qui reçois les demandes, par exemple, d'aide au programme de soutien à la reprise collective, je vois des demandes dans divers secteurs. Je vois des demandes dans les différentes régions administratives du Québec. Donc, pour vrai, il y en a en tourisme, il y en a dans les industries, en technologie, il y en a dans les services de proximité, hein, les commerces de proximité. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment y aller en fonction du besoin, en fonction de la situation propre de l'entreprise dans son environnement. Puis aussi, il faut le voir en fonction de
c'est ça, du mode dans lequel opérait aussi l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, tu sais, on l'a effleuré un petit peu, mais est-ce que l'entreprise, dans son mode de gestion actuel, est plus, horizontale, hein? Tu sais, tu sais, une entreprise, sans être en mode collectif, peut avoir établi ou mis en place des processus collectifs, avoir mis en place des modes de prise de décision un peu plus collectifs. Donc, je pense que ce sont des éléments qui nous permettent d'identifier si au préalable, il y a déjà un terreau fertile à la reprise collective. Puis il faut aussi se demander si là où, si le repreneur collectif que l'on souhaite viser et a les outils, a le désir de s'investir au-delà de son rôle premier, son rôle initial. Donc, moi, pour vrai, moi, je vous invite tous à parler à vos membres, puis à regarder avec eux de quelle façon ils peuvent s'inscrire dans ce grand mouvement de la reprise collective. Merci. Il y a une question de Mathieu. Oui, bon midi tout le monde. Bonjour Olivier. Merci Bonjour. M. Malo pour la présentation. Peut-être une petite question, là, parce que vous avez effleuré le sujet du financement, là, mais j'aimerais peut-être qu'on rentre un peu plus dans le détail, là, curiosité professionnelle, là, mais c'est quoi la mécanique au niveau du financement? Dans quelle mesure est-ce que les repreneurs collectifs peuvent éviter d'avoir à mettre de l'argent de leur poche dans le projet? Est-ce que les programmes de subvention couvrent totalement ça? On sait qu'en ce moment, en fait, la majorité des transactions qui se font pas non plus sans un solde aux vendeurs. Les vendeurs sont-ils à l'aise avec ça face à un reprenariat collectif, justement, d'avoir un solde aux vendeurs versus une acquisition purement privée? Bref, j'aimerais ça qu'on rentre un peu plus dans le détail, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est du cas par cas, mais de façon générale, la mise de fonds, grâce au soutien de tout l'écosystème, peut être moindre qu'en reprise classique. Okay, donc, elle est moindre, mais elle ne sera pas à zéro. Il faut que les repreneurs s'attendent à devoir investir de leur argent. Pour un prêteur, de voir que le groupe de repreneurs croit au projet en y mettant un peu d'argent, ben, c'est toujours bien vu. Mais chaque cas, c'est du cas par cas. Et l'avantage de la mise de fonds collective, c'est qu'il y a plus d'épaules sur lesquelles l'appuyer. Donc, la tranche individuelle est moindre. Donc, chaque membre peut être invité à mettre moins d'argent que si, par exemple, ils avaient fait l'acquisition seuls dans une reprise classique. Et le volet 1. Disons, si je pousse un peu plus loin là-dessus, par rapport aux garanties personnelles qui vont être demandées par les prêteurs, le fait qu'il y ait plus de repreneurs, est-ce qu'ils vont se trouver à limiter les garanties personnelles? J'entends par là les cautionnements, ou est-ce qu'ils vont quand même garder 100% du cautionnement sur chacune des têtes des repreneurs? J'ai peut-être Excuse-moi, Luc, je vais rebondir un peu là-dessus parce que j'aimerais ça ajouter une portion de sous-question dans le pool de ce que Mathieu te demande. Il y a toutes les fondations, en fait, qui font la caution collective présentement. Est-ce que ça rentre notamment dans les critères, dans le fond, de ce que ces fondations-là offrent, en quelque sorte, la fameuse caution là, collective en termes d'équité qui est demandée des fois?
pour vrai, Olivier, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ce que les fondations peuvent exiger ou demander ou de quelle façon, mais chaque apport dans le montage financier est pris en compte. Et en reprise collective, la caution personnelle est souvent absente. Et là, c'est vraiment en fonction de chaque prêteur, puis de quelle façon on met l'équité, la quasi-équité, puis le prêt classique là, dans le montage. Mais ça, encore là, chaque dossier est évalué par le groupe par le groupe de prêteurs, parce que les prêteurs de l'écosystème collectif, ils vont généralement là, en pool. Et ils ne vont pas individuels. Là. Donc, tout est pris en compte quand arrive le temps de faire le montage. Là. Okay. Puis le deuxième volet, en fait, mon groupe de questions, c'était que comment est-ce que c'est reçu par les vendeurs qui souvent doivent assumer un solde, une balance de prix de vente durant les premières années de la transaction. Alors, comment est-ce qu'eux, ils perçoivent le reprenariat collectif? Ben, pour vrai, moi, j'ai pas entendu de mauvais commentaires par rapport à ça. Lorsqu'un cédant se lance dans accepte le modèle, puis qu'on arrive, que le pool de prêteurs arrive avec un montage qui inclut un solde de prix de vente, ben, il est négocié, puis c'est certain que, puis même en reprise classique, les soldes de prix de vente, ça existe aussi. Ça existe pratiquement tout le temps maintenant. Oui, c'est ça. C'était pour ça ma question, mais je veux dire, à chaque fois que j'ai un cédant qui rentre dans mon bureau puis que le montage inclut une balance de prix de vente, ben, j'ai une panoplie de questions à laquelle je dois répondre, puis de l'insécurité. Et là, ben, on est face généralement à un acheteur, deux acheteurs, qui sont soit de la famille, soit des gens issus du management. C'est que là, les cédants ont quand même déjà un lien de confiance, mais ils sont quand même insécures. C'est que là, je me dis, c'est quoi leur réaction face à un groupe sans nécessairement être, comment je pourrais dire, au cœur de la gestion de ce groupe-là, sans nécessairement avoir un lien de confiance avec tous les membres du groupe. Si on prend là, dans les premières diapos que vous nous montrez, là, bon, il y a selon certains scénarios, les repreneurs sont carrément de l'externe. Alors, c'est là je me dis, ben, l'insécurité que je vis déjà, que je vois déjà dans les dossiers avec des gens de confiance, ben, elle doit être juste décuplée avec des gens qui sont de l'extérieur. Alors, c'est pour ça que je me demandais comment est-ce qu'ils réagissent, les cédants, dans ce cas. Ben, c'est que un des éléments sur lequel j'ai mis l'accent, c'est que généralement, en reprise collective, le cédant connaît le groupe de repreneurs. Il y a déjà on parlait de lien de confiance. Généralement, il n'est pas à créer parce que il existe déjà, puisque c'est en reprise collective, c'est ou bien les gens de sa communauté, puis il y a et s'il décide de vendre à sa communauté, c'est parce qu'il y a un ancrage très profond dans sa communauté. C'est ses fournisseurs, c'est ses clients, c'est ses employés. Donc, c'est généralement des gens qu'il connaît. C'est rarement un groupe de repreneurs collectifs qui arrive vraiment de nulle part. Là. Il y a le lien de confiance, normalement, il existe déjà. OK. Merci. Je me posais peut-être la question, Luc, est-ce que tu pourrais peut-être citer quelques exemples, peut-être à succès de reprises collectives qui ont déjà eu lieu, déjà historiquement, dans peut-être les 3-4 dernières années, qui ont fait soit les manchettes ou pas, peut-être pour justement peut-être donner des exemples de cas précis de justement à quoi ça ressemble un petit peu peut-être. Si c'est possible d'en parler, évidemment. Tout dépendant, en fait, c'est quoi le niveau de secret qu'il y a en arrière de ça. Ben, je peux rapidement parler d'un transfert en coopérative de travailleurs qui est arrivé
récemment parce que l'équipe derrière le projet en parle publiquement. C'est la coopérative Edgar qui est une firme de traduction. Donc, c'est une firme de plusieurs dizaines de traducteurs qui ont décidé de reprendre l'entreprise. Puis encore là, il y avait vraiment volonté du cédant et des employés de réussir cette transaction-là. Ce que je comprends, en fait, puis à la lumière des discussions qu'on a eues jusqu'à présent, c'est certain que le chemin est comme un tout petit peu tracé dès le départ, de part où le cédant, mais surtout aussi l'équipe repreneur, en quelque sorte, que les deux, il y a une espèce de match heureux, en quelque sorte, qui peut se faire déjà au départ. Parce que ce que je comprends, c'est qu'un des rôles du CETEC, c'est pas nécessairement de trouver dans l'univers qui peut reprendre peut-être collectivement, mais c'est surtout aussi de faciliter la prise de contact, la transaction aussi. Et que donc, dans l'écosystème, ça veut dire qu'il y a un travail aussi de sensibilisation, de faire connaître l'approche, de faire montrer, en fait, c'est quoi le modèle, ses avantages en quelque sorte. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup d'entreprises, il y aura beaucoup d'entreprises à vendre. Donc, il ne faut pas écarter d'emblée des modes de transfert. Donc, le meilleur mode de transfert, c'est celui qui réussit. C'est celui où, à la fin, on réussit à asseoir autour d'une même table un cédant et un repreneur et que l'histoire de succès de l'entreprise à vendre va se poursuivre. Donc, si on a besoin davantage de repreneurs, ben, il faut aller les chercher là où ils sont. Et là où ils sont, ben, il faut aussi regarder dans l'entourage. Tu sais, souvent, c'est dans l'entourage du cédant où on peut retrouver le repreneur parce qu'il y a, comme on disait avec Mathieu, il faut chercher le lien de confiance. Donc, dans son entourage, le lien de confiance, ben, généralement, il existe déjà. Donc, si d'entrée de jeu, on se pose toutes les questions par rapport à, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, l'ensemble des modes de reprise possibles, ben, on vient augmenter les chances de succès parce que un transfert réussi, ça ne se fait pas en criant lapin ou ciseaux. Il faut y mettre les efforts parce que, comme je vous le disais, il y a différentes étapes, puis il faut transférer les avoirs, le savoir, puis le pouvoir. Donc, ça se fait au fil du temps à travers une démarche. Donc, si on avance plusieurs démarches en même temps, bien, on est sûr d'arriver le plus rapidement possible avec un succès. Si, par contre, on décide d'aller vers un mode, puis on écarte les autres au départ, puis que c'est juste après plusieurs échecs que l'on dit « Ah, bien, il aurait peut-être fallu aussi regarder la reprise collective, par exemple. » Bien là, on a comme perdu du temps dans la démarche. Puis on sait très bien qu'un cédant, lorsqu'il établit son plan de relève, ben, veut réaliser la transaction dans un certain temps. Donc, il faut se mettre tous les différents acteurs dans le processus au même diapason avec le cédant dans cette démarche-là. Mathieu, est-ce que tu avais une autre question? Je veux juste m'assurer parce que ta main est encore levée, donc parfait, pas trop. Petite question complémentaire, puis en même temps, un aparté sur ce que je parlais tantôt, la fameuse garantie solidaire. Je vous ai mis le lien dans le chat, en fait, ce que c'est exactement, le concept par rapport à ça. Puis c'est vraiment dans une optique, justement, de faciliter, en fait, l'acquisition d'une entreprise ou le démarrage d'entreprise. Je ne sais pas, par contre, dans le transfert, justement, d'entreprise, je n'ai pas la réponse à cette heure-ci, à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ce serait quelque chose qu'on pourrait aller chercher en allant chercher notamment l'information via la Caisse d'économie solidaire et les autres fondations qui travaillent autour de la fameuse garantie solidaire. Pour en revenir à ma question pour toi, Luc, ça serait
est-ce qu'actuellement, parce qu'on connaît tous un peu, en fait, le site de la boussole entrepreneuriale qui est là pour guider, en fait, puis je vous dépose le lien dans le chat, là, tous ceux, dans le fond, qui aspirent à devenir entrepreneur ou à être entrepreneur, donc démarrer une entreprise, acquérir une entreprise, etc. Donc, le profil entrepreneurial, en fait, de la personne, c'est évidemment, c'est extrêmement important parce que ça va teinter un peu, c'est quoi le modèle peut-être d'affaires qui est le plus privilégié par le promoteur. Je vais poser la question du côté, justement, de la reprise collective. Avez-vous une espèce d'auto-questionnaire qui permet notamment ça, c'est le genre d'introspection-là, à dire quel style de repreneur suis-je, moi, étant quelqu'un qui veut notamment justement se lancer en affaires, mais qui aimerait ça peut-être partir de quelque chose qui est déjà parti pour limiter le fait là, d'avoir à repartir de machine de A à Z dans un secteur stratégique qui m'intéresse. Donc, est-ce qu'il y a un questionnaire, un auto-questionnaire ou un outil comme ça qui permettrait à quelqu'un qui réfléchit un peu à la notion de la reprise collective, de la reprise en général, en fait, notamment la reprise collective, mais est-ce qu'il y a un questionnaire qui existe quelque part? Bien, la boussole entrepreneuriale est un bon outil pour aussi se positionner comme repreneur parce que reprendre, comme je l'expliquais, c'est entreprendre. Hein? On se lance en affaires quand on reprend une entreprise parce qu'il faut faire croître l'entreprise que l'on acquiert parce qu'une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui régresse. Mais si vous allez, tu l'as mis, hein, le lien vers repreneuriatcollectif.ca, il y a un GPS reprise collective que les gens peuvent compléter. Donc, ben, c'est ça, en fait, littéralement, le type de questionnement que j'avais, à savoir, y a-t-il un outil, un peu de guidage, en quelque sorte, qui peut aider la personne par rapport aux différents modèles de reprise qui existent. Puis effectivement, tout à fait d'accord avec toi là-dessus, la question dans le fond, de connaître qui sommes-nous comme entrepreneurs potentiels, dans le fond, puis de connaître mieux nos aptitudes et intérêts entrepreneuriales. Ça peut être une façon de passer à ça. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je ne sais pas si on pourrait tranquillement peut-être soit prendre les dernières questions ou sinon conclure lentement vers c'est quoi peut-être les réflexions, opportunités qui peuvent. Merci Kristalina qui a mis un des GPS, j'imagine, par rapport à la prise collective. Donc, oui, c'est ça qui est dans le chat pour les gens. Donc, ben, c'est ça, Luc. Dans le fond, je te laisse la place pour peut-être conclure un petit peu là-dessus, puis ouvrir peut-être les gens sur peut-être un appel à mieux, peut-être, j'imagine, diffuser l'information par rapport à la reprise tout court, j'imagine. Donc, je te laisse aller. En fait, merci d'abord, Olivier, d'avoir décidé de nous réunir toutes et tous ce midi pour discuter de reprise collective. Mais, et moi, mon invitation, elle est lancée à chacun et chacun d'entre vous à continuer la réflexion puis la discussion, puis n'hésitez pas à m'interpeller ou à interpeller un des membres de notre grande famille de la reprise collective, là, pour justement voir de quelle façon on peut venir vous appuyer, vous outiller, puis vous, et vous référer à la bonne personne qui pourrait vraiment bien répondre à vos questions. Par exemple, Mathieu, si tu as envie de discuter avec un financier de l'écosystème collectif, bien, ça me fera plaisir de te mettre en relation. Nous, on est là pour faciliter la transaction, pour s'assurer, pour faire en sorte qu'il y aura davantage de reprises collectives partout sur le territoire. Puis si effectivement, il y a des questions très, très précises, très pointues qui demandent à avoir une réponse d'un expert dans le domaine, bien, nous, on est là pour guider. Là, donc, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, je l'espère, hein, Olivier. Donc, tu sais, c'est parler de la reprise, puis rester ouvert. Lorsqu'il y aura quelqu'un dans votre bureau qui viendra vous parler de son entreprise à vendre, ayez cette ouverture à lui, à l'inviter à regarder l'ensemble des possibles et à regarder autour de lui, à savoir qui y a dans son entourage qui pourrait être le repreneur ou le groupe de repreneurs idéal, parce que la reprise mixte, là, ça existe. Hein? Souvent, juste
un mode n'est pas toujours suffisant pour réaliser la transaction. Mais notre objectif, c'est de faire croître davantage la reprise au Québec. Puis dans notre cas, c'est la reprise collective. Merci, Luc. Puis peut-être un élément, parce que c'est important, parce que peu importe le modèle ou le type de reprise d'emploi qui est souhaité, un des outils intéressants que je me rappelle, en fait, au niveau du CETEC que vous avez, c'est l'index, en fait, qui permet, pas comme le clergé là, dans le temps, là, mais l'index qui permet notamment de recenser justement toutes les offres potentielles de transfert et de cédant, je crois, parce que c'est dans les deux modes, en fait, que les gens peuvent un peu soumettre leur intention ou leur volonté, si ce n'est que de justement vouloir céder une entreprise. Je crois que vous avez, c'est ça, des outils, vous, à l'interne, puis justement, pour des gens qui voudraient peut-être aspirer à reprendre une entreprise, il existe donc au niveau du CETEC ce service-là de maillage, si on veut, de jumelage. Tout à fait. C'est très bien dit, Olivier. Et puis en Montérégie, vous avez deux excellents conseillers, conseillères du CETEC en la personne de Karine et de Denis. Donc, n'hésitez jamais à faire appel à elle et à lui. Notamment Denis Ellefson, exactement, tout à fait, que je connais très bien personnellement. Donc, Denis et Karine Urtubise du côté de la Montérégie-Est. Oui. Excellent. Très bien. Écoutez, il est 12h59. Alors, mon cher Luc, je ne sais pas si tu vas arrêter ton partage d'écran juste pour laisser la chance aux gens de se voir et se dire au revoir. Merci beaucoup à tous et à toutes. On espère que c'était le plus instructif possible et intéressant pour vous permettre de découvrir un peu plus justement non seulement la reprise, mais la reprise collective aussi. C'était l'intention qu'on avait bien noblement ce midi de vous donner un peu plus de savoir et de connaissances. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée à ce niveau-là. Puis, repreneuriatcollectif.ca, toute l'information est sur le site Internet pour pouvoir avoir plus d'informations. Et on contacte Luc au niveau du bureau coordonnateur provincial pour si vous avez des questionnements par rapport à ça, peu importe au Québec. Donc, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.